C'est le fléau que redoutent tous les patrons, la fraude en entreprise. En France, une société sur deux est victime de vols et de détournements. Dans la majorité des cas, ce sont les employés eux-mêmes qui piquent dans la caisse. Parmi les plus touchés, les boutiques de luxe. À la BRDA, la brigade de répression de la délinquance astucieuse, c'est une affaire à près d'1 million d'euros que Franck et son équipe doivent résoudre en moins de 48 heures. Allez au boulot. Pour ces officiers de police judiciaire, c'est une course contre la montre qui commence. Je rappelle un petit peu l'affaire. Un magasin de confection est dépouillé par son personnel de ses vêtements. Plus de 1000 articles de marque ont disparu en l'espace d'1 an. La direction du magasin suspecte des employés de s'être organisés en réseau pour voler les vêtements et les vendre à prix cassé. Donc le but de l'opération, c'est déterminer qui fait quoi. On n'a pas beaucoup d'éléments. On nous a dénoncé des faits, il faut agir vite parce qu'il y a un préjudice qui est quand même assez conséquent et qui continue d'augmenter. Donc il y a un caractère d'urgence. On a 48 heures pour essayer d'avoir le maximum de témoignages. Après, ce sera trop tard. Aucun employé n'est au courant de l'enquête. Les policiers craignent des fuites dès la première arrestation. Il faut donc agir vite, avant que les preuves ne disparaissent. Interpellation, perquisition, retour au service, audition, tout est bon à prendre. 5h30 du matin. Le compte à rebours est enclenché. Pour l'instant, les policiers n'ont qu'une seule piste, l'ancien vigile de la boutique. Franck Royer le soupçonne d'être le principal revendeur du réseau. Lui, il devrait nous dire d'où il tient les vêtements qu'il a revendus. En fait, on a la fin du réseau, le distributeur. Là, on remonte, on va en amont et on essaie d'identifier qui, à l'intérieur de la boutique, détourne les vêtements. Voilà. C'est une matinée, je dirais, décisive. Soit on a de bons résultats ce matin, à 6h, ce qui va nous permettre de savoir quels seront nos objectifs ensuite, soit les rouages sont grippés et ça va être un peu plus compliqué. D'accord, j'étais là. D'accord. Bon. À cette heure matinale, le policier espère trouver le receleur présumé chez lui. C'est la police, monsieur. Bonjour, ouvrez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je suis le commandant Royer de la police judiciaire. Je peux vous voir, s'il vous plaît? Oui. Bon, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là ce matin? Ça vous dit rien? Vraiment pas? Je vais vous expliquer. Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Je travaille là-bas. D'accord, et c'est tout ce que vous faites là-bas? Oui. Vous faites que travailler? Je suis vigile d'agent de sécurité. Je vous explique le topo. Pour obtenir rapidement des aveux, Franck lui met la pression. Vous avez un boulot. Oui, Vous voulez le garder, je pense. bien sûr. D'accord. Vous avez deux solutions. La première, c'est la mauvaise que vous allez adopter, c'est-à-dire vous allez me dire que vous êtes au courant de rien, vous risquez 50 placards, vous perdez votre femme, vous perdez vos enfants, vous perdez votre boulot. Ça, c'est le scénario le moins favorable. Le deuxième scénario, beaucoup plus favorable pour vous et qui, à mon avis, une preuve d'intelligence, c'est que vous me racontiez ce que vous savez. Vous êtes au bout de la chaîne, donc vous, je m'en fous. Les magistrats également. Ce qu'ils veulent, c'est de savoir qui fait quoi. D'accord? Je préfère vous dire la vérité. D'accord. Je vous dirai la Ok. Il cherche surtout à savoir quels sont les membres du réseau. Balancier, qui est dans la combine. Quel trompe de moi. Qui prend les vêtements? Je vous dis clairement, je ne sais pas qui prend Qui vous les a filés, les vêtements que vous avez vendus? lesquels. Monsieur, prenez pas pour un con. Si on est là, à votre avis, ce matin à 6h, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Encore une fois, je suis en train de vous faire comprendre une chose, monsieur. Soit vous partez au ballon et vous perdez votre famille et votre boulot parce que vous avez vendu des vêtements. Si on est là ce matin à 6h, c'est pas par hasard. C'est pas grave, vous irez réfléchir au trou. Moi, ça me pose aucun problème. On va faire une petite perquise. Allez, on attaque la chambre. Le commandant aimerait bien tomber sur des vêtements de la marque de luxe ou de l'argent liquide. Vous savez combien il y a de préjudice là-bas? À la boutique. Il y a 1 million d'euros, monsieur. Vous comprenez ça, monsieur? C'est pas vos 3 conneries qui vont vous foutre dans la merde. C'est de participer à un trafic de cette ampleur. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Alors sortez-vous de cette merde. Soyez un peu intelligent. N'allez pas couvrir des abrutis. Monsieur, à quoi ça va me servir de couvrir les abrutis, comme vous dites, des abrutis? Ah ben, c'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur. Non, je couvre Mais personne. si... Monsieur, je le juge, je couvre personne. Alors expliquez-moi pourquoi vous avez vendu des vêtements avec des étiquettes encore. Pourquoi vous avez vendu des vêtements avec encore les étiquettes de la boutique? Réfléchissez un peu. Si on est là, c'est pourquoi. Bon, allez. Après une fouille complète de l'appartement,
Les enquêteurs repartent les mains vides. La matinée commence mal. Il faut qu'il arrive. 7h moins le quart, il faut qu'on se dépêche. Je suis un peu agacé, oui, effectivement, à cause de son comportement. C'est complètement idiot ce qu'il me raconte. Et il le sait. Et voilà, donc on est en train de perdre du temps, il est en train de s'enfoncer. Et je pense qu'il protège quelqu'un ou il a peur, je ne sais pas. Franck compte bien faire craquer le vigile dans son bureau. Pour l'inciter à se confier, il le tutoie. Bon, t'as réfléchi. Arrête, ne pleure pas. C'est pas grave. C'est grave ce qui m'arrive. Mais non, c'est pas grave. Ta connerie, elle est grave. Parce que tu es en train de payer pour les autres. Parce que t'es pas un méchant, toi. Ça se voit que t'es pas un méchant. J'ai fait tes antécédents. Chez eux, là, il y a des mecs qui sont connus pour stup, qui sont connus pour violence, qui sont connus pour plein de trucs. Toi, t'as rien, toi. Toi, t'es un mec hyper clean. Et tu te rends compte que tu risques d'aller au trou à cause d'eux. Je vous assure, personne ne m'a donné cette là. Tu les as prises où? Personne ne m'a donné. Tu les as prises où? C'est moi-même qui ai pris dans la boutique. Je vous dis la vérité, c'est moi-même qui l'ai pris. C'est toi qui l'as volé, alors? Oui. L'agent de sécurité avoue avoir dérobé 3 vestes de luxe à 700 € pour les revendre à moitié prix. Il aurait agi seul pour se faire un peu d'argent. Et il n'y a personne dans le magasin qui te voit prendre des vêtements? Et c'est quelque chose que je regrette toujours. Au moment où je l'ai fait, ma maman était très malade au pays. Ah ouais? C'était pour ça. Et alors? Ta maman était malade, il te fallait de l'argent, c'est ça? Oui, à ce moment-là. Je vous ai dit ce que j'ai fait, mais je ne suis pas impliqué dans un trafic de vêtements. En âme et en conscience, je sais ça. D'accord. Franck serait donc parti sur une mauvaise piste. Donc là, c'est un rebondissement. Enfin bon, c'était quelque chose qui avait été envisagé. Mais un 3 vols, c'est pas une affaire d'abus de confiance à 1 million d'euros. Le préjudice est moindre. Donc c'est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins captivant et beaucoup plus frustrant dans la mesure où on ne s'attendait pas à ça. Mais la journée n'est pas terminée. 11h30, l'enquête repart à zéro. On se retrouve dans la salle de réunion, là. Les policiers n'ont plus le choix. Donc on maintient l'opération, dans un quart d'heure, on part à la boutique. Donc on ramène tout le monde. Ils doivent entendre tous les employés en même temps. Même si le vigile ne fait partie d'aucun réseau, les policiers restent persuadés que les 1500 vêtements disparus sont liés à un trafic. Alors, première à droite. Seule la direction du magasin est au courant de l'intervention. Les employés sont pris par surprise. Allez, c'est parti. Bonjour. Il y en a qui sont au stock en face? D'accord. Bon, il faut aller au stock en face, ramener les membres du personnel et puis s'assurer qu'ils ferment. Police judiciaire, je vais vous demander de laisser ce que vous êtes en train de faire. Et puis de nous accompagner, on va rassembler tout le monde. On est en train de fermer la boutique. On a besoin de voir tous les membres du personnel. Bonjour. Bonjour monsieur. Venez avec moi. On est chargé d'une enquête sur des vols de marchandises qui ont lieu dans le magasin. Je suis le capitaine de la police judiciaire de Paris. On va tous devoir vous entendre à notre service de police. Les enquêteurs supposent que les vols n'ont pas lieu dans la boutique, mais directement dans le stock. Ils se trouvent dans une petite cour à l'écart du magasin et à l'abri des regards. Qui a accès au stock? Il y a une clé qu'on prend et on y va, ou il y a plusieurs jeux de clés? Il y a le jeu du stock, et une clé rouge avec un cordon. D'accord. Et il y a le monsieur qui a la sécurité qui donne la clé aux vendeurs pour qu'ils aillent chercher la boîte. Si par exemple on est à cette taille, ils vont la chercher dans le stock. Donc à ce moment, ils demandent la clé. Et ils demandent la clé, ils y vont, ils la ramènent. Et il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien du tout. Donc en fait, s'il prend 100 pièces avec lui et qu'il en dépose dans une voiture en passant, c'est pareil. Pareil, d'accord. D'accord, bon. Je vous invite cordialement à nous suivre. La dizaine d'employés présents est emmenée au service. Pour éviter qu'ils communiquent entre eux, ils sont interrogés en même temps. Bien. Qu'est-ce que vous savez des faits? 1500 pareil. Est-ce que vous avez participé à ces faits déjà? Tous sont unanimes sur un point, le manque de sécurité du magasin. Pour qu'une boutique soit carrée, il faut de la sécurité, il faut des caméras. Il n'y a pas de puce magnétique. Il n'y a rien, il n'y a aucune caméra, il n'y a aucune puce, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il y a des antivols sur les vêtements? Non, Pourquoi? parce que le directeur ne veut pas. D'accord. Il y a un vigile, certes, mais l'hiver, il y a énormément de monde. N'importe qui peut rentrer avec son sac. Voilà, quoi.
L'année dernière, il y avait énormément de voleurs. Ils rentraient par groupe de 4-5, ils nous disaient ouais, vous pouvez aller me chercher un article de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, il faisait ce qu'il avait à faire, il ressortait, on revenait, ils étaient plus là. À grande échelle, comment les pièces peuvent sortir là. Mais pour certains employés, les vols des clients ne justifient pas à eux seuls les disparitions massives de vêtements. Très vite, les langues se délient et ils se dénoncent les uns les autres. Je veux juste dire que j'ai vu des trucs bizarres. Je soupçonnais certaines personnes, donc nous principalement. Après, il y a des soupçons par rapport à des attitudes bizarres et louches, entre guillemets. J'ai vu un collègue qui, à sa pause déjeuner, en fait, Ouais, il sortait de la boutique avec une grosse veste. Ça me paraissait un peu gros, j'avais l'impression qu'il avait un sac, son sac à dos en dessous de la veste. en fait, il avait une grosse boule sous son manteau, quoi. D'accord. Donc lui il sortait du stock en fait. Le lendemain matin, j'ai trouvé des cintres vides sous les rangements avec des plastiques d'articles qui étaient neufs. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une pièce. Ils traînaient régulièrement tous les deux dans les stocks. Pour moi, c'est organisé. Pardon? C'est organisé, c'est pas possible. C'est carrément des collections. Il y a des pièces en propriétage, c'est organisé. C'est pas des petits vols comme ça. Entrez! Ça se confirme, hein. Franck semble enfin tenir son réseau. Les soupçons se portent maintenant sur 3 anciens employés, dont 2 inséparables. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, ils foutaient le bordel dans la société et ils faisaient des trucs au stock tous les deux. Ils étaient tout le temps ensemble. Voilà, ça se confirme. T'as les clés, t'as le giro. 17h. L'équipe d'Anthony est chargée d'interpeller l'un des suspects sur son nouveau lieu de travail. Ouais, c'est lui. Bonjour. Ouais, venez, allez hop. Alors 2 choses l'une, évidemment on compte sur un comportement exemplaire de votre part, parce qu'autrement c'est les pinces. Quand il a quitté son poste à la boutique de luxe, l'homme a attaqué ses patrons au prud'homme. Moi je suis sûr que ça c'est parce que je suis en procédure avec eux. Il pense être victime d'une vengeance de la part de son ancienne direction et assure n'avoir aucun lien avec cette affaire. Moi je suis correct, je suis droit, je suis carré. Moi j'aime bien que tout soit bien. Vous aimez bien l'ordre? J'aime que ce soit l'ordre, que tout soit carré, que tout soit... D'accord. Anthony l'informe qu'ils vont perquisitionner son appartement. L'homme reconnaît alors avoir des vêtements de la marque de luxe chez lui. En tant qu'employé du magasin, il profitait de prix réduits. On avait 60% de réduction. Je sais pas, je vais en avoir en 3 ans, je vais en acheter. Pour moi, je vais en acheter, je sais pas, 10, 7, 8, 9. D'accord. J'ai les factures, hein, j'ai tout. Hein. Vous avez tout? Bah oui. Bon. Ça va être à droite. Par contre, je peux vous demander un service, c'est être discret par rapport à mes voisins. Déjà, vous allez nous indiquer directement où sont les vêtements, lesquels c'est. On va gagner du temps. C'est simple, moi j'en ai qui sont sortis ici. Le suspect vit dans un petit studio d'à peine 20 mètres carrés. Malgré le manque de place, il y a des vêtements de marque un peu partout. Vous en avez pas mal de fringues quand même, hein? Parce que là, c'est un peu étroit chez vous. La plupart sont suspendus au plafond, d'autres sont entassés n'importe où. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah les boîtes, c'est pour ranger. Ouais, on va faire une par une déjà, on va les mettre de côté. Les polos, les t-shirts, tu les as trouvés? Ouais. Ok. Ça, tout le pan, il est fait ou pas? Ouais, il est fait. Ok. Là-dedans, vous avez quoi, monsieur? En haut. C'est que des vêtements. Je prends ça. Tu fais gaffe, tu veux un coup de main? Certains vêtements sont même rangés dans de grosses valises au-dessus du frigo. Allez, attrape. Attrape la valise, Otis. Parmi tous ces habits, les enquêteurs découvrent des dizaines d'articles provenant de la boutique de luxe. C'est un truc de ouf, là, tout ce que vous avez, monsieur. Monsieur, j'espère vraiment que vous avez toutes les factures pour... Parce que là, il y en a beaucoup. Ce qui les étonne surtout, c'est que les tailles diffèrent d'un vêtement à l'autre. En pied, vous mettez quoi comme taille? Moi, en taille, 42-43, oui. Alors vous mettez de la taille 0 à 4 et 42-43, du M et du L. On va dire que là, je suis un menteur. Monsieur, on va se calmer, on va se détendre. Monsieur, vous m'avez trouvé une facture au moins? J'ai tout. Non, parce que vous me dites que tout est dans votre dossier et là, vous êtes arrivé à plus de moitié. Ok, attends, j'ai oublié un sac. Vous les trouvez? Anthony ressort les bras chargés. Nous, on retrouve à peu près 8 sacs remplis de vêtements. Il y a des chaussures. Bon, monsieur fait un 42, c'est du 46, donc à moins que sa petite amie a très grands pieds. Nous avons les t-shirts, manches longues. Alors, on a également sur le même style, hein, sans manches. Donc c'est les manteaux, c'est
Il y a plusieurs variations avec capuche. Voilà. Allez-y, on y va. Tous ces vêtements sont saisis. Sans preuve d'achat, l'homme va devoir se justifier sur la façon dont il se les est procurés. Ouais, faut nous faire de la place. Au même moment, une seconde équipe ramène son supposé complice. Mais chez lui, les enquêteurs n'ont trouvé aucun vêtement suspect. Je te remercie. Allez-y, prenez la chaise qui est derrière vous et asseyez-vous. Le premier interpellé doit maintenant expliquer pourquoi il possède des habits d'hommes et de femmes dans toutes les tailles. Et ses arguments sont plutôt inattendus. C'est vous qui mettez ça? Non. Vous devez être mignon avec ça. Bah oui, c'est vraiment drôle, franchement. Ça, c'est pour un cadeau, ça demande futur, pour la Saint-Valentin ou les trucs comme ça. Vous êtes prévoyant, vous, au moins. Vous faites quelle taille, vous? Taille 2, taille 3. Donc, une veste noire taille 3, une veste grise taille 3, une veste noire taille 1, un pull gris taille L, un gilet noir taille 2, une paire de boots noires taille 44. En chaussures, vous faites combien? 42, 43. Comment vous expliquez la différence de taille dans ces vêtements, alors? Taille L, taille 0, taille 2, taille 1, taille 3. Bah, suivant les modèles, il y a des différences de coupe, de taille. Ah, je veux bien. Il y a des modèles hommes et des modèles femmes. Pourquoi vous habillez en femme, peut-être, le soir? Non, mais c'est pas pour moi. C'est pour qui, alors? Ça, c'est les cadeaux que je vais faire plus tard pour la Saint-Valentin ou pour Noël, pour la Saint-Valentin. Donc, vous faites un stock, vous préparez les prochaines fêtes, en fait. Mais à partir du moment où vous travaillez dans une marque, vous avez 60% de réduction. Le jour où vous partez, vous avez plus de 60% de réduction, vous achetez plein de trucs. Alors, en conséquence, avant de partir de la société, vous avez fait des réserves. Vous achetez jamais pour votre famille ou votre femme, vous achetez jamais des vêtements en avance? Ouais, pour l'instant, ça Lorsqu'il apprend que ce sont ses anciens collègues qui le soupçonnent de détourner des vêtements, l'homme n'en revient pas. Non mais là déjà je vais déposer plainte contre ces personnes-là parce que c'est de la diffamation. Ça va aller très loin cette histoire parce que là on me soupçonne de choses qui sont farfelues. Vous ne savez pas pourquoi? Peut-être parce que j'ai commencé après eux et peut-être que j'ai évolué peut-être plus tôt, je sais pas. Ses anciens collègues l'ont-ils dénoncé par jalousie? Difficile de démêler le vrai du faux. Mais quelques heures plus tard, la direction du magasin confirme aux enquêteurs que tous les vêtements saisis ont bien été achetés dans la boutique. Le complice présumé, lui, nie avoir participé à ces vols. Faute d'éléments, les deux hommes sont relâchés. C'est là, ça. Tout n'est pas perdu. Le lendemain à 16h30, les policiers entendent un dernier suspect. Lui aussi est un ancien vendeur. Dans cette affaire, vous avez quelque chose à vous reprocher? Pardon? Non. Non? Rien du tout? Non. Vous êtes sûr? Oui. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous sortiez du stock avec des fringues cachées sous votre manteau, par exemple? Ça vous est jamais arrivé? Non. Vous êtes dans le trafic, on le sait, d'accord? Est-ce que vous avez pris des fringues? Oui ou non? Que ça soit une, que ça soit deux, que ça soit trois, ça c'est votre problème. Je vous demande pas la quantité pour l'instant, je vous demande de répondre par oui ou par non. J'ai pris, oui, une veste ou deux, parce que, pour faire plaisir. Faire plaisir à qui? À ma copine. Et c'est tout, ça s'est arrêté là. Comment voulez-vous que je parte avec 2000 pièces sous mon manteau? Je sais que vous n'êtes pas tout seul, mais non, si vous avez envie de tout prendre sur vous, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Qui était la magouille? Je sais pas s'il y a une magouille, je parle pas de magouille, moi. On m'a dit des choses, après, qu'est-ce que je peux pas non plus dire c'est vrai, c'est pas vrai. Sous la pression, l'homme commence à parler. Il affirme que presque tout le monde se serait servi, y compris la directrice du magasin. Moi, on m'a raconté que le portier voulait donner des sous, vous barriez avec des fringues, on a acheté le prix. D'accord. Nous, on a une directrice qui venait le dimanche travailler. Ouais. Elle vendait dans la rue entre moins 20 et moins 60%. Après, il y en a peut-être qui se barraient avec leur sac le midi devant tout le monde. Je sais qu'ils vendaient à d'autres boutiques. Je sais qu'il y a des gens de toute la rue qui étaient rhabillés en... Il y a eu une histoire comme quoi il y en a qui en mettaient dans les poubelles, ils revenaient les chercher. Tout le monde presque a dû s'y mettre. Et puis voilà. Pourquoi vous avez fait ça? Tout le monde s'en foutait, tout le monde le faisait, tout le monde... Plus la société le cherchait dans un sens où il n'y avait pas de protection et où elle était très injuste et déplacée vis-à-vis des salariés. Conditions de travail, heures supplémentaires, dimanche travaillé, tout ça non payé. Donc il y en a certains qui ont dû se dire ouais, je me suis fait arnaquer tant d'heures, tant de jours, je vais me servir. Selon lui, tous ces vols seraient donc une forme de vengeance de la part de certains employés. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que je crois qu'on a assez fait pour aujourd'hui. Contrairement à ce que l'enquêteur supposait, il n'existe peut-être pas de réseau structuré, mais une fraude banalisée.
Ça sera un réseau désorganisé dans l'organisation du vol, en fait. Chacun se servait, chacun faisait ce qu'il voulait. Alors je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont été plus gourmands que d'autres. Et au travers de toutes ces auditions, on se rend compte quand même qu'il y avait une certaine facilité pour voler, pour détourner des vêtements, pour se servir. Et je pense que ça s'était généralisé dans la maison. 20 heures, Paris tenu. L'enquête a été bouclée en moins de 48 heures. Lors du procès, seuls le vigile et le dernier vendeur entendu ont été reconnus coupables d'abus de confiance. Ils devront payer des dommages et intérêts à la direction de la marque. Tous les autres ont été lavés de tout soupçon. Les entreprises ne sont pas les seules à être victimes de personnes peu scrupuleuses. Chaque année, les fraudes fiscales et sociales coûteraient plus de 60 milliards d'euros à l'État. Avec cette somme, on pourrait réduire de moitié le déficit annuel de la France. Parmi les institutions les plus touchées, les caisses d'allocation familiale. Dans le Val-de-Marne, en région parisienne, la direction de cette CAF fait tout pour dissuader les fraudeurs dès l'entrée. Monsieur et Madame H n'ont pas déclaré leurs revenus. 5 770 € de pénalité. Monsieur G et Madame B ont dissimulé leur concubinage. 1 000 € de pénalité. Malgré cet avertissement, rien que dans le département, plus de 3 millions d'euros sont détournés chaque année. Dans leur lutte contre la fraude, les 50 contrôleurs de la CAF ont reçu l'aide d'un logiciel révolutionnaire. Il scanne pour eux des centaines de milliers de dossiers et fait ressortir tous ceux qui présentent des incohérences. Ce matin, le logiciel a averti Pascal d'une anomalie dans un dossier. Donc là, on se dirige chez une personne qui bénéficie du RSA. Il se déclare sans activité depuis des années. Depuis 5 ans, le père de famille se déclare sans emploi et séparé de sa femme. Une situation qui lui donne droit à plus de 400 € de RSA, le revenu de solidarité active. En recoupant les données des différents organismes de la Sécu, le logiciel a repéré que l'homme vient d'avoir un 3e enfant avec son épouse. Contrairement à ce qu'il déclare à la CAF, il vivrait donc toujours avec elle. Une escroquerie qui lui aurait permis de détourner 15 000 € d'aide sociale. Bonjour madame, je suis le contrôleur de la CAF. C'est bon? Ok, je vous remercie madame. Il est absent. Madame, vous êtes madame... Mais surprise. Vous êtes... D'accord, très bien. Pascal tombe nez à nez avec l'épouse de l'homme et leurs 3 enfants. La femme reconnaît immédiatement vivre ici, mais raconte qu'il ne se passe plus rien entre elle et son mari. Vous vivez toujours avec le papa des enfants? Non, je ne suis pas avec monsieur, non. Pour moi, c'est pas une vie de couple. Mais madame, vous avez quand même 3 enfants avec lui? Oui. Donc le petit dernier, il est né en 2011. Oui, j'ai voulu essayer de recoller les morceaux avec monsieur, je ne vous le cache pas. Donc il y a eu, de toute façon, il y a eu reprise de vie commune. Il y a eu forcément... l'arrivée du 3e, madame, il n'est pas... Enfin voilà. J'ai voulu tout essayer, ça n'a pas marché, monsieur. Bon. Ça n'a pas marché. On n'est pas dans le même lit, si vous voulez. On dort pas ensemble tous les jours. Non mais ça, peu importe. Hein. Moi, ça, c'est votre vie privée, ça ne m'arrive pas. Non, mais on n'est pas ensemble. La maman confirme que son fils ne dort que très rarement à la maison. Donc le bébé, il dort ici? Là, c'est l'autre bébé qui a 2 ans et demi. Oui. Et là, c'est le grand, l'aîné. Voilà. D'accord. Et là, c'est la maman. La maman, elle dort ici. D'accord. Pascal ne croit pas une seconde à cette histoire. Pour lui, le couple ne s'est jamais séparé. Moi, je suis là aussi provisoirement. Et par rapport... Provisoirement, vous habitez ici depuis 2007. Je vais être clair avec vous. Hein. Pour moi, vous nous avez caché le fait que monsieur habitait avec vous à la même adresse, c'est tout. Vous ne vouliez pas qu'on découvre qu'effectivement, vous habitiez avec lui ici. Je ne savais pas. Au jour de maintenant, je ne savais pas. C'était illégal ce que je faisais. Je ne savais pas. Vous nous avez quand même écrit, là, je voyais votre lettre. Vous nous dites ne pas connaître l'adresse de monsieur. Alors que forcément, vous saviez très bien qu'il venait ici, puisque vous-même, vous habitiez ici. Oui, mais pour moi, il n'habitait pas ici à 100%. Bon, nous, on vous verse des prestations. Donc, là, on vous verse l'allocation de base pour votre petit dernier. Vous avez les allocations familiales. Après, il nous reste l'allocation de soutien familial. Et moi, je constate que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul avec vos 3 enfants, puisque monsieur est là. Mon souci, il est là. Voilà. Tous les mois, la CAF verse près de 1 500 € d'aide à cette famille. En cachant délibérément leur vie commune, le couple percevait ainsi 350 € d'allocation en trop. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah, énormément. C'est vital, bien sûr. Ne serait-ce que le lait, la petite. Moi, je comprends bien que la situation financière là, de madame n'est pas évidente. Il y a des réelles difficultés, je peux le comprendre. Mais c'est quand même pas une raison, si vous voulez, pour cacher votre situation familiale. Bonjour. Comme par hasard, l'ex-mari qui n'est soi-disant jamais là, fait son apparition. Il nous demande de quitter les lieux. Vous pouvez sortir? Moi je veux pas te filmer, il faut que j'appelle mon avocat pour vous partir ou quoi? C'est à son tour de nier l'évidence. Je vous
puis comme marginal, on va dire. J'ai un pote qui a une salle de sport. Je dors sur le tatami là-bas. J'ai aucune affaire à moi ici. Votre mère m'a dit que vos affaires, ils étaient là. Ouais, j'ai quelques pantalons que j'ai laissés. Ah oui, monsieur. Vous savez, même au niveau des services fiscaux, c'est cette adresse-là. Au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette adresse-là. Toutes vos adresses sont là. Malgré ses dénégations, Pascal a suffisamment d'éléments pour prouver que le couple a fait de fausses déclarations. Et ce n'est pas tout. Après une demi-heure d'entretien, l'homme laisse échapper une information qui pourrait révéler une escroquerie bien plus importante. Vous êtes au RSA depuis quand? Depuis 10 ans. 6 ans. Parce que là, actuellement, vous n'avez pas d'activité. Je fais un peu de trucs au black, comme tout le monde. Oui, mais alors, des trucs au black, il faut pas me dire ça à moi. Moi, je suis contrôleur CAF. Si effectivement c'est des trucs au black, il faut le déclarer à la CAF. Bonne journée. Hein. S'il travaille comme il le prétend, cela signifie qu'il perçoit indûment le RSA depuis 10 ans. Monsieur n'avait pas tous les documents réclamés, notamment ses relevés bancaires. Donc je vais me rapprocher de la banque pour obtenir les relevés bancaires, pour vérifier si effectivement il n'y aurait pas d'autres revenus que le RSA depuis des années. En attendant, le couple va devoir payer une amende de 2 500 € et rembourser les 15 000 € détournés en 5 ans. Pour coincer les fraudeurs les plus malins, les enquêteurs de la CAF ont maintenant accès à tous les fichiers des organismes d'État, comme l'URSSAF, Pôle emploi ou encore l'assurance maladie. Pascal enquête sur une femme qui aurait détourné près de 50 000 € d'aide sociale. Pour brouiller les pistes, la fraudeuse change de nom et de prénom en fonction des organismes qu'elle escroque. Elle a pu jouer sur l'ambiguïté de son nom et de son prénom composé. Donc le fait d'avoir 2 prénoms, ça a généré une divergence d'état civil. À la CAF, cette femme se déclare sans revenu. Mais en croisant les fichiers de Pôle emploi et de l'URSSAF, Pascal a découvert dans quelle société elle travaillait et il s'est procuré ses fiches de paye. On a des salaires qui en plus apparaissent, en tout cas, au-dessus de la moyenne, on va dire, nationale. Là, par exemple, on a 2 000 € avec des remboursements de frais professionnels qui apparaissent. Ici, on a plus de 2 000 €, on a 2 400 € net. Hein. Donc c'est un salaire quand même correct, on va dire. De bons salaires qui ne lui donnent droit à aucune aide. Pourtant, cette femme a réussi à se faire verser plusieurs allocations de la CAF et même de Pôle emploi. Elle a facilement doublé son salaire puisqu'elle touchait également le RSA à 400 €, elle touchait l'allocation logement à 300 €, elle touchait le Pôle emploi à environ 900 € par mois. Au total, elle escroque tous les mois plus de 1 600 € d'aide sociale. La dame ne sait pas que la CAF a découvert sa combine. Pascal se rend à son domicile sans la prévenir. On va aller voir effectivement si on la trouve déjà, si elle est toujours là, et essayer d'avoir des explications par rapport à son absence de déclaration. C'est dans cette résidence que la locataire est censée habiter un petit appartement pour lequel elle touche 300 € d'aide au logement tous les mois. Mais son nom n'apparaît sur aucune des boîtes aux lettres. Je constate qu'effectivement, visiblement, elle n'habite plus ici. Chose qu'elle n'a pas déclarée, puisque dans le dossier, j'ai aucune déclaration de changement d'adresse. Donc ça continue, en fait. Pascal espère retrouver sa trace en allant interroger ses collègues sur son ancien lieu de travail. Bonjour, je m'excuse de vous déranger, je suis contrôleur à la caisse d'allocation familiale. C'est par rapport à une personne qui était employée ici et qui visiblement ne travaille plus chez vous. Oui, elle a travaillé chez l'équipe. Mais elle travaille plus chez vous, en fait, alors. Ça fait 1 an environ qu'elle est... 1 an qu'elle est partie. Elle a travaillé pendant longtemps dans cette société? 2-3 ans, oui, c'est bon, charmante. Madame tout le monde. Oui. Voilà, tout à fait. Oui. Elles n'ont plus de nouvelles, mais elle pense qu'elle vit chez une autre employée de la société. Pour vous, elle était en colocation avec madame, c'est ça? Elles vivaient ensemble. Très intéressant. Sa véritable adresse, c'est le 77, et ça n'a jamais été le 94. Donc à vérifier, bien sûr, en allant voir si effectivement elle habite bien là-bas. Donc ça progresse bien. Bonjour. La dame qui l'accueille se présente comme la colocataire de la femme qu'il recherche. Oui, alors je venais voir madame... Oui. C'est vous? Oui. Ouais. Et elle lui apprend une mauvaise nouvelle. C'est pour avoir des précisions par rapport à votre locataire, madame... Elle a habité ici, oui. Donc pour vous, elle est partie depuis quand alors?
Je ne sais pas, elle est restée ici très peu de temps, donc je ne peux pas vous dire. Oui, mais si vous pouvez rien me dire, il faut... Non, monsieur, je peux pas vous dire. Je suis désolé, D'accord. mais j'ai pas les dates en tête, donc je D'accord. peux pas vous dire. Mais bon, elle a bien habité ici. Oui. D'accord, d'accord. La femme est très nerveuse. Pascal est convaincu qu'elle lui cache quelque chose. C'est tout ce que vous avez à me dire pour l'instant. Parce que franchement, j'ai quelque chose de hyper important qui m'attend. Ah bah écoutez, je vous retiens pas, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Pas très coopératif. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'effectivement, il y a autre chose derrière. Et donc, je vais creuser, de toute façon. Par rapport à cette dame. Une dame qui pourrait bien ne pas être celle qu'elle prétend. Pascal est pris d'un doute. La femme à qui il vient de parler semble avoir près de 50 ans. Enfin, je sais pas, moi, normalement, elle est née en 78. Or, selon ces informations, elle ne devrait avoir que 34 ans. Franchement, j'ai pas l'impression que c'est... Elle est née en 78, elle. Et madame est en 63. Notre contrôleur a le sentiment de s'être fait berner. Pour lui, la dame qu'il vient de rencontrer est bien celle qu'il recherche. Pour la démasquer, il lui téléphone. Oui, bonjour madame, c'est le contrôleur de la caisse d'allocation familiale. Oui, monsieur. Vous habitez à quelle adresse exactement? Bon, alors on va régulariser cette situation, Oui. on va arrêter. Je ne veux pas que les choses s'enveniment, mais je comprends la situation. Vous habitez où là? Me posez pas de questions, je suis tout à fait de bonne volonté et je veux que cette situation se... Mais là madame, concrètement, on vient de se voir, si j'ai bien compris. Oui, Bon. je ne peux pas vous recevoir, d'accord? D'accord. Là, franchement, ce qui vient de se passer, je tremble de tous les membres, je ne peux pas vivre comme ça. Ne me posez pas de questions, je vous dis que je vais vous rencontrer, etc., qu'on va mettre les choses sur table. D'accord, très bien. J'ai des explications, ça n'excuse rien et ça fait rien. Voilà, je suis pas un malfrat, je suis pas... Voilà. Malgré que les apparences peuvent faire contre moi dans la circonstance. Mais bon, je veux qu'on régularise cette situation et je veux pas que vous me courriez après, c'est complètement malsain. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Puis j'ai autre chose à faire aussi, il faut dire. Bon, allez, à vendredi. Vendredi. Très bien. Au revoir. Bingo. Alors, donc, effectivement, la personne qu'on a vue, c'est effectivement la locataire, madame qui s'est fait passer pour madame la première fois. Alors, après, on va voir ce qu'elle va m'annoncer vendredi matin, parce que maintenant, tout est possible. Hein. On va voir. C'est énorme. C'est énorme, ce dossier. Non, mais franchement... 2 jours plus tard, la fraudeuse supposée accueille Pascal avec le sourire. Elle va devoir s'expliquer sur ses nombreuses fausses déclarations qui lui auraient rapporté près de 50 000 €. Donc, vous avez eu le temps de préparer les papiers? Ah non, vous n'avez pas préparé les papiers? Non. Ah, bah Bon, maintenant, vous savez pourquoi je viens vous voir, de toute façon. Vous me dites ce que vous avez, je vous confirme ou pas. Contre toute attente, la femme va très rapidement reconnaître tous ses torts. Vous avez travaillé? Vous le savez parfaitement bien, donc si vous le savez, ne me posez pas la question. Je vous dis, dites-moi ce que vous avez, moi je vous confirme. Non, moi je vous dis pas ce que j'ai, c'est vous qui allez me dire ce que vous avez. Oui, j'ai travaillé, j'ai pas les dates en tête. Mais ce que vous avez est exact, je veux dire, c'est évident. Vos salaires, vous ne les avez pas déclarés à la CAF? Oui, non, mais ça je vois bien, c'est pour ça que vous êtes là. Vous saviez que vous n'aviez pas droit au chômage? Oui. Donc vous, en fait... Soyez gentil, je sais tout ça, arrêtez de me moraliser comme ça. Ah, je moralise pas? Je veux dire, on va pas non plus en rajouter une couche. On n'en rajoute pas une couche. D'accord. Est-ce que vous avez préparé vos avis d'imposition? Non. Est-ce que vous faites des déclarations d'impôts? Non. Vous faites pas de déclaration d'impôts? Et pourquoi vous faites pas de déclaration d'impôts? Parce que je me suis laissé submerger par des tas de choses. J'ai eu des tas de problèmes très graves dans ma vie. D'accord, mais du coup, vous n'avez pas fait de déclaration d'impôts? Non, j'ai pas fait de déclaration. D'accord. Je suis pas aussi bête que ça, je vous dis que je reconnais ce que j'ai fait, je comprends que, effectivement, c'est des choses qui sont néfastes pour la société en général, d'accord? Je suis pas inconsciente, je suis pas illettré et je peux tout à fait distinguer le bien de ce qui n'est pas bien. Et ce que vous avez fait? C'est pas bien, bien sûr, mais je le reconnais entièrement. J'attendais, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Pour justifier ses fraudes, elle raconte à Pascal qu'elle est une généreuse bienfaitrice. Selon elle, l'argent détourné a servi à venir en aide à une amie sans ressources et avec un enfant à nourrir.
Je me suis trouvé dans une situation où je me suis retrouvé avec un enfant qui est venu au monde, une mère qui ne travaillait pas et un père qui se foutait, et tout simplement que cet enfant mange ou pas. Et décemment, aussi longtemps que je vivrai, Donc vous avez fraudé délibérément pour aider cette personne? Oui. Vous imaginez que se lever chaque jour et se demander si quelqu'un mange, etc., c'est pas un poids. Vous savez, madame, des familles en difficulté, j'en rencontre tous les jours. Je veux pas savoir. Oui, mais je vous le dis. Franchement, je ne veux pas savoir. C'est pas une raison. la misère humaine. Bon, bah très bien. Je sais ce que c'est, donc voilà. Cet argent, vous n'en avez jamais profité? Non. Jamais. Jamais. Non. Un petit peu quand même. Pourquoi vous voyez? Un petit peu quand même, madame. Non, j'ai pas dit ça, mais bon, c'est quand même versé sur votre compte, faut pas non plus exagérer, quoi. Dites pas que vous n'avez pas profité de l'argent. J'ai profité de quoi, monsieur? De l'argent qu'on vous a versé indûment. Et vous mettez vos déclarations ici s'il y a quelque chose à dire, et puis sinon vous signez à côté. Contrarié que son histoire n'attendrisse pas le contrôleur, la dame qui ne manque pas de culot lui fait même la leçon. Est-ce que lorsqu'on vous donne la sermentation que vous avez, on vous demande de laisser à la porte toute l'émotion humaine? Moi, j'apprécie moyennement, si vous voulez, des fausses déclarations. Surtout quand... Mais monsieur, ça fait partie de votre travail. Moi, j'apprécie moyennement. Non, si vous me dites, j'ai pas d'émotion. Monsieur, Il y a 2 jours, je viens vous voir. Écoutez-moi simplement, vous faites passer. Vous faites passer pour madame. Très franchement. Moi, j'apprécie moyennement. Mais moi aussi, j'ai apprécié moyennement de vous voir arriver sans me dire. Vous ne débarquez pas comme ça chez les gens. Mais monsieur, ça se fait pas. Cessez de me dire, vous faites ci, vous faites ça, etc. Monsieur. Vous contrôlez certes, mais voilà, mettez-y les formes humaines qu'il faut. Je comprends la difficulté de votre boulot. Hein. C'est chiant de faire ce genre de truc. Je comprends ça très bien. Enfin, quoi que vous devez aimer ça. Non, vous voyez, je relève même pas ce que vous venez de me dire. Bah oui, non, mais parce que ça sert à rien. Il faut des gens comme ça. Non, mais il faut des gens à tous les postes. Oui, non, d'accord. Si la fraudeuse rembourse les sommes détournées, la CAF ne portera pas plainte. Elle n'aura qu'une amende de 5 000 €. Mais elle est loin de s'en tirer à bon compte. Le fisc va se pencher sur son cas. Comme elle n'a jamais déclaré ses revenus, la facture devrait se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Bon. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Comme Pascal, à la CAF du Val-de-Marne, ils sont 15 contrôleurs à se partager le terrain. Céline enquête sur une drôle d'affaire. Un chef d'entreprise dans le bâtiment a perçu plus de 10 000 € d'aide réservée aux plus démunis. L'homme gagne pourtant très bien sa vie. Mais ce n'est pas la seule découverte de la contrôleuse. On s'est aperçu qu'il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont un dans lequel se trouvent 4 locataires. En plus des revenus de sa société, le chef d'entreprise encaisserait aussi plusieurs loyers. Nous sommes devant une grande maison où sont censés se trouver 4 studios. Céline vient s'assurer que les studios sont bien loués. Et maintenant, je vais vérifier que les noms sur la boîte aux lettres correspondent au dossier des locataires que j'ai trouvé. Eh bien, il y a une famille qui paye 1 100 € par mois de loyer. Et après, les autres, c'est des loyers qui tournent autour de 500 €. En fait, ça lui fait entre 2 000 et 3 000 € de loyer par mois encaissés. Juste sur cette maison? Juste sur cette maison. Ça veut dire qu'il y a des rentrées d'argent correspondant au loyer de ses locataires. Sauf que pour nous, à la CAF, cette personne, elle est bénéficiaire du RSA. Tous les 3 mois, on l'interroge sur ses revenus des 3 mois précédents et met des croix dans aucune ressource perçue. On va aller chez lui. En fait, ce qui va m'intriguer dans ce personnage, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour demander à être bénéficiaire du revenu de solidarité active quand on a déjà au moins 3 fois le montant qu'on lui a versé sur son compte, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. D'autant plus qu'en fouillant au service des immatriculations, elle a découvert que l'homme possède une vingtaine de véhicules, dont des berlines allemandes et un scooter de grosse cylindrée. Le chef d'entreprise habite cette grande maison aux allures de petit palais. C'est un truc qui sonne pas, ça. Donc là, ça laisse sous-entendre que tout le rez-de-chaussée, c'est garage. Peut-être là derrière, il y a le scooter, la moto, enfin, que sais-je, je n'en sais rien.
Je crois me souvenir également d'avoir lu quelque part dans toutes mes pièces là sur le dossier qu'il doit y avoir une voiture de collection aussi. Donc là, on en revient toujours au même. Je ne comprends pas pourquoi cette demande de RSA. Mais bon. Bah, franchement, s'il y a quelqu'un, moi, ça m'énerverait qu'on sonne comme ça chez moi. Hein. Je viens de rouvrir. Ouh. Comment on fait pour accéder là-haut? La forteresse semble imprenable. Personne ne répond. Céline pense que l'homme se cache chez lui. Car un détail l'intrigue. L'une de ses camionnettes de chantier est garée juste en face. Bonjour monsieur. Vous habitez là? Oui, oui. La camionnette, là, vous la voyez bouger de temps en temps ou elle est garée là tout le temps? C'est la camionnette de monsieur. Vous le connaissez, lui? Oui. Chaque fois que je viens, il est pas là, il rentre tard le soir? Il bosse trop, c'est un bosseur. Il bosse trop? C'est un chef d'entreprise, il n'est jamais là. Soit le week-end, soit là, il est en train de laver ses voitures ou sa moto. Ouais. C'est un monsieur qui Ouais, il bosse, quoi. Merci, monsieur, au revoir. Je vais lui laisser un mot. Parce que je vais pas revenir comme ça de manière inopinée pendant des mois et des mois, ça sert à rien. À un moment donné, il faut bien que je me manifeste. Mais au moment de lui écrire, un homme s'approche. Céline est à l'affût. Ça pourrait être lui, là. Non, je pense pas. Après un avis de passage et un coup de téléphone, 2 jours plus tard, il accepte finalement de la rencontrer. Céline a peur qu'il lui pose un lapin. Il doit à la CAF près de 10 000 €. Mais surprise, l'homme est au rendez-vous. Bonjour monsieur. Je présente ma carte, hein, parce que quand même, je rentre chez vous, donc... Pour écrire? Non, oh, mais j'ai pas besoin non plus juste de quoi de mettre sur un petit bout de table ou tabouret. Et le plus incroyable, c'est que tout de suite, il joue carte sur table avec Céline. Il raconte toute sa combine. À l'époque où il a demandé le RSA, il se déclarait sans revenu officiel. Voilà, alors... J'avais réellement rien dans les papiers, j'entends. Vous n'aviez aucun revenu, c'est-à-dire dans les C'est-à-dire j'avais aucun revenu d'un employeur. Le chef d'entreprise s'était bien gardé de dire à la CAF que sa société tournait alors à plein régime et qu'il touchait énormément d'argent au noir. Je vais faire rentrer sur mes comptes en banque 1 million d'euros. Voilà. Et ça venait d'où cet argent? Des chantiers, madame, dans le bâtiment, on gagne de l'argent quand même. Ah ouais, des chantiers, mais du coup c'était vraiment du non déclaré puisque vous dites bien. Bien sûr, j'ai pris des chèques des clients, faut vivre, bien sûr. Céline n'en revient pas. Son entreprise a réalisé plus de 500 000 € de chiffre d'affaires en 3 ans. Pour lui, le RSA ce n'était que de l'argent de poche. C'était pour le fun, ça. Oui, c'était pour me faire plaisir, je vous dis franchement. Prenez-le plus comme ça de ma part. Je pensais même pas que ça allait passer, pour tout vous dire. Voilà. Je vous dis franchement. Ça aurait mieux fait de pas passer d'ailleurs. Ils l'ont donné d'une facilité, si vous voulez, devant la caméra, je peux vous le dire, ça a été même facile, vous voyez, avec, comme vous dites, mon patrimoine, de le faire. Donc j'ai dit, là, si je peux le toucher, histoire de, je vais le faire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Ah ben je l'ai investi dans, justement, ça m'a servi à faire mes travaux. Non, mais réellement, ça m'a servi à financer mes travaux. Si l'homme est aussi arrogant, c'est parce qu'il est convaincu qu'il n'aura rien à rembourser. Il pense que les faits sont trop anciens. Vous allez recevoir une notification de créance. Mais vous avez combien de temps pour venir? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas hors délai là? Non. C'est quoi la loi? 3 ans. Non mais d'accord, mais j'aimerais bien quand même me renseigner au niveau de la loi sur les 3 ans, parce qu'au téléphone vous aviez été vague, vous m'avez dit d'abord 1 an, après 2 ans, et maintenant c'est 3 ans. Non. Alors j'aimerais que vous soyez quand même sûr de votre coup, 3 ans. Signer un truc où je vais me faire avoir. Envoyez-moi ce que vous voulez, mais je ne signerai rien. Donc je ne remplis rien. Ah, si. On va pas perdre notre temps. Bah si vous voulez pas signer mon papier, je le remplis pas, je vais pas perdre mon temps. Hein. Je veux voir la loi déjà, si je suis dans la même barre. Céline est affligée par autant de cynisme. Merci de votre accueil. Mais l'homme risque gros. La CAF a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Il encourt une peine de prison et des centaines de milliers d'euros d'amende. Selon la Cour des comptes, 675 millions d'euros seraient ainsi détournés chaque année des caisses d'allocation familiale. En 2011, seulement 100 millions d'euros de fraude ont été détectés. Les fraudes aux caisses d'allocation familiale ne sont pas les seules à creuser le trou de la sécurité sociale. Grâce à l'assurance maladie, une grande partie de nos dépenses de santé est prise en charge. Un système unique au monde qui nous protège tout au long de notre vie, mais qui est en danger. Rien qu'en 2011, le déficit de l'assurance maladie s'élevait à près de 9 milliards d'euros. Un déficit lié en partie aux abus de certains Français.
Rhumatisme, allergies, problèmes de stress ou de sommeil. Pour guérir tous ces maux, chaque année, plus de 500 000 Français partent en cure thermale. Une médecine douce, entièrement remboursée. Mais certains curistes en profiteraient pour se faire payer des soins de confort aux frais de l'assurance maladie. Et vous allez voir qu'il est extrêmement facile de se faire prescrire une cure quand on est jeune et en pleine forme. Nous nous rendons dans un salon spécialisé dans le bien-être. Ici se croisent des gens à la recherche d'une thalasso et des malades qui veulent faire une cure. Au stand des stations thermales, nous nous faisons passer pour un couple de jeunes actifs en quête de bien-être. Bonjour. Vous voulez faire une thalasso, une cure thermale, on ne connaît pas trop les différences. Oui. Alors la cure thermale, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est 18 jours de cure. Et la thalasso, donc qui est mini-séjour, c'est à votre charge entièrement. Ah d'accord. Voilà. Mais de toute façon, les cures thermales, c'est prescrit par un médecin. D'accord. Vous n'avez pas de soucis de santé, parce que là, on parle de soucis de santé, en général, pour les cures thermales. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller faire une thalasso. En théorie, les cures payées par la Sécu sont réservées aux personnes malades. Mais pour vendre leurs soins thermaux, certains représentants se montrent malhonnêtes. Ils nous donnent la marche à suivre pour arnaquer l'assurance maladie. Bonjour. Vous allez voir votre médecin traitant, par exemple, vous dites voilà, je vais faire une cure. Je j'ai énormément mal tendinite, arthrose, j'ai de l'arthrose cervicale, j'ai mal au lombaire, j'ai mal au dos. Vous la prescrit. Ce papier, vous l'envoyez à votre caisse d'assurance maladie. 10 jours, 15 jours, et il vous donne son accord. Ah bon? D'accord. Et là, on ne paye pas. Non. 65% par la Sécu et 35% par la mutuelle. Et là, vous faites 4 soins par jour pendant 18 jours. D'accord. Choisissez la région qui vous plaît, vous avez 3 semaines pour la vie. On va pas se faire redresser par la Sécu. Non, on ne contrôle pas. Dès l'instant que le médecin le valide, la Sécu le valide. Mais les soins, c'est quand même reposant, agréable. Ah oui. Ouais, oui, c'est en rhumatologie. Des soins de kaolin, de douche, des géants piscines, de la rééducation avec un kiné. Ah oui, donc c'est en plus. Et on est un peu jeune. Non. Il y a beaucoup de gens. Oui. Ah oui? Bah, c'est pas la majorité, aujourd'hui on est en minorité, mais on espère avoir aujourd'hui une clientèle de plus en plus jeune. Merci, au revoir. Nous décidons d'appliquer ces conseils à la lettre. Nous prenons rendez-vous chez un médecin généraliste, choisi au hasard. Nous voulons nous faire prescrire une cure contre l'anxiété. Oui. Bonjour. Je viens de voir, en fait, je suis beaucoup stressée en ce moment. J'ai du mal à dormir et... Vous endormir ou est-ce que vous réveillez plusieurs fois? Les deux. D'accord. Pour les cures thermales, comment ça se passe? C'est soumis à un accord de vente préalable par la sécurité sociale? Oui. Donc effectivement, on va attendre leur accord. S'ils nous donnent un accord, effectivement, vous serez pris en charge totalement. Je vais faire la demande. Par contre, prévoyez l'hébergement, par contre, ça reste à votre charge. Oui, oui. D'accord. Et vous, en général, vous pensez que c'est une bonne chose de faire une cure Toujours. Ça existe depuis l'Antiquité banale, mais ça dure jusqu'à ce jour, c'est que les gens qui trouvent là. Mais est-ce que ça va être efficace? C'est ça la question. Je ne sais pas. Pour moi, ça vous laisse une parenthèse. Vous aurez une parenthèse de quelques semaines tranquille. D'accord. Vous avez déjà repéré un sang qui vous... Sans poser plus de questions, le médecin nous prescrit une cure thermale. D'accord. Un mois plus tard, sans aucun contrôle supplémentaire, nous recevons l'accord de l'assurance maladie. Elle nous paie les 2/3 de la cure, le reste est remboursé par notre mutuelle, en tout 550 €. Un arrêt de travail et des indemnités nous sont aussi accordées. Je vous informe que vous pourrez bénéficier du versement d'indemnités journalières pour toute la durée de votre cure. En dessous d'un certain seuil de revenus, une partie des coûts d'hébergement et de transport est prise en charge. Autant de frais qui gonflent la facture pour l'assurance maladie. Nous choisissons une station thermale au cœur de la montagne qui soigne l'anxiété, mais aussi les rhumatismes et les problèmes d'allergie. Avant de débuter notre cure, nous devons rencontrer un médecin thermal. C'est lui qui choisit les soins que nous allons faire. On commence aujourd'hui? Oui, mon premier jour c'est aujourd'hui. Non plus. Ça consiste en quoi alors les soins exactement? C'est du relax? C'est-à-dire? Sans nous ausculter, le médecin nous prescrit 3 soins de relaxation par jour. L'entretien dure à peine 10 minutes. Nous nous rendons ensuite à la station thermale pour commencer la cure.
je démarre ma cure aujourd'hui. Tous les jours, donc, vous avez le bain et la piscine. D'accord. Et en alternance avec la douche au jet, vous aurez le massage. Alors, c'est des massages sous l'eau. C'est un massage qui dure 10 minutes. Voilà. 1h30 de soins chaque matin pendant 3 semaines. Voilà le programme. Douche à jet. Bain chaud. Massage sous l'eau. Et repos au solarium. Ici, la moyenne d'âge des curistes est de 60 ans. Et vous faites pourquoi pour... Rhumatisme. Parce que j'ai de l'arthrose en pagaille. Et vous sentez vraiment mieux après la cure? Ah oui, ouais. Oui, quand même. Ah ouais. Et il faut le faire 3 années de suite pour avoir un résultat vraiment bien. Mais sinon, au bout d'une cure, on se sent bien. Voilà, c'est ça, ça relaxe. Si, ça fait du bien. Tellement de bien que la plupart reviennent chaque année. Régulièrement? C'est la 2e année. La première année? Non, c'est la 4e année. Ah oui, d'accord. Ça fait la 3e année. Vraiment, ça fait des années. Vous faites chaque année? Ah oui, oui. Tous ces curistes ont une vraie pathologie, mais très vite nous tombons sur quelques petits malins qui ne sont pas malades. Vous faites la cure tous les 2 en fait? Oui. Vous faites ça tous les ans? Vous faites pourquoi? Vous faites pour... Non, vous avez des problèmes particuliers ou... Donc vous venez surtout pour accompagner votre femme en fait? Vous l'auriez fait seul, non? Moi je suis avec une amie. Ah, vous êtes avec une amie? Mais c'est une seule vacances de l'année, malheureusement. Pour que ces vacances soient réussies, un pot d'accueil est organisé au casino. L'animateur présente aux curistes un programme de sortie sur mesure. Alors, donc demain, c'est la rando sportive de la semaine. Ça veut dire que tu as des conditions physiques optimales. Alors, qu'est-ce qu'on fait mercredi? Alors, on va manger un gâteau à la broche. Eh oui, madame, je ne me fais pas dire. Après, je dis, mais c'est relâche. Vous allez pouvoir boire et danser. Un vrai club de vacances, aux frais du contribuable, où l'on se retrouve avec plaisir chaque année, comme ce groupe de copines. Eh ben, c'est connu ici, hein. Ah, c'est le même groupe, d'accord. Vous avez depuis longtemps, vous aussi, les cures? 13 ans. 13 ans? Voilà, les 3 dernières semaines d'avril. Chaque année, on vient. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Alors, une fois que la sécurité sociale a accepté une année, paraît qu'après, c'est on peut revenir tous les jours. Maintenant que nous avons sympathisé, le lendemain, au détour d'un couloir, une habituée nous fait une confidence. Oui. Elle nous révèle la combine pour avoir 2 fois plus de soins payés par la Sécu. Vous faites ça pourquoi? Pour le rhumatisme. Rhumatisme? Voilà. Pour un peu de détente aussi, tant que j'y étais, j'ai tout pris. C'est-à-dire vous faites... C'est-à-dire que quand vous allez voir votre généraliste, vous vous marquez la cure, et vous pouvez lui faire remarquer la psy et le rhumatisme. Ah d'accord, vous êtes psy en plus en fait. Voilà, même que je suis là, je profite de... Voilà. Vous avez 2 fois plus de soins alors. Voilà. Ici, comme par hasard, la plupart des curistes ont 2 pathologies. Moi, je fais voie respiratoire et rhumatologie. Ah d'accord, pour les 2? Oui, tout à fait. Et bon, je suis en rhumato et en psy. Ah, vous faites les 2? Ouais. Vous faites une double affectation? Oui, et vous non? Non. Moi, je fais rhumatisme et psy. Grâce à la complaisance des professionnels de santé, les curistes malhonnêtes coûtent 2 fois plus cher à la Sécu. Nous retournons voir notre médecin thermal pour lui annoncer que nous souhaitons arrêter notre cure. Il nous confirme que la plupart de ses patients viennent surtout pour se détendre. Et j'hésite à arrêter. Parce que je ressens pas trop le bénéfice pour l'instant en fait. Pas vrai? Ouais. Vous en pensez quoi vous? Moi, je pense rien. Non, mais comme vous êtes médecin thermal, vous devez forcément avoir un avis sur le bénéfice à poursuivre. L'avantage, c'est que ça te fout 3 semaines en dehors de ton milieu habituel, ça te prend en vacances. Bon, après, les autres gens, ils viennent comme elle pour se reposer ou ils ont vraiment des pathologies? Se reposer, peut-être se en charge, parce que ça coûte moins cher que les vacances. Ça quoi. Nous avons payé nos 3 jours de soins sans nous faire rembourser par l'assurance maladie. Chaque année, l'État dépense 250 millions d'euros pour financer les cures thermales. Si certains abusent du système sans avoir conscience de frauder, d'autres sont de vrais professionnels de l'escroquerie bien organisés.
Leur cible n'est pas seulement l'État, mais de plus en plus les entreprises privées. Bonjour maître. Bonjour madame. Parfois, ces fraudes ont des conséquences dramatiques. Cette patronne a bien failli déposer le bilan. Elle a découvert que des centaines de milliers d'euros ont été détournés de sa société. Le choc a été d'autant plus grand que celui qu'elle soupçonne d'avoir piqué dans la caisse est son bras droit depuis près de 10 ans. C'est associé avec lui parce que c'était justement quelqu'un qui avait tous les symboles de la réussite, c'est-à-dire il était très pugnace, bon en négociation, fringant, toujours allant de l'avant, très dynamique, un bon commercial. C'est lui qui réglait les fournisseurs, qui faisait les chèques. Nous avions toute confiance en lui, mais vraiment sans équivoque, puisque mon mari lui avait dit si jamais il m'arrive quelque chose, je te confie ma femme et mes enfants, continuer à développer la société, etc. Pendant plusieurs années, les affaires marchent bien. Mais brusquement, les comptes de l'entreprise tombent dans le rouge. Les caisses sont vides. Nous pensions, mon mari et moi, que c'était dû justement à la crise, à la baisse de chiffre d'affaires et à l'augmentation des achats de matières, etc. La situation était tellement dramatique qu'on ne se versait plus de salaire. On était censé ne plus verser de salaire. En tout cas, c'est ce que nous faisions, mon mari et moi. Nous pensions qu'il faisait de même. Quelques mois plus tard, en cherchant des papiers, elle fait une découverte stupéfiante. L'argent de la société tomberait directement dans les poches de son bras droit. J'ai découvert plein de fausses factures qui étaient... c'était même hallucinant, tellement c'était grossier. Il y avait des découpages. Agrafés à ces fausses factures, il y avait des talons de chèque avec son écriture. J'ai compris que c'était très grave et que c'était peut-être là le début des explications du marasme financier si important. Près de 350 000 € auraient ainsi été détournés. La terre s'est ouverte sous mes pieds, j'ai été prise de vertige. C'est devenu un vrai cauchemar. Elle porte plainte. Le dossier est transmis à la BRDA, la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Grégory Figuerola épluche toutes les factures falsifiées trouvées par la chef d'entreprise. Elles sont fabriquées de manière rudimentaire, avec de la colle et une simple paire de ciseaux. On est, je sais pas moi, une petite classe de maternelle qui fait du découpage, ben là c'est la même chose. Pour la société, ces factures servaient à régler les fournisseurs. Mais en réalité, l'escroc encaissait les chèques. Là par exemple ici, c'est un fournisseur réel. Il va effacer certaines mentions pour pouvoir se créer son spécimen. Donc il va effacer les chiffres. Ça a été collé. Quand vous tirez un peu en dessous, vous avez d'autres chiffres qui apparaissent. Chaque fois, vous avez sur des chiffres, il remet d'autres chiffres, etc. Comme par hasard, qui vont correspondre au montant des chèques qui s'est attribué. Vous constatez que le nom qui apparaît ici, c'est pas le nom d'un fournisseur, c'est le sien. Et il allait tranquillement déposer ça à une de ses banques. Et là, il y a 10 000 €. Vous avez 6 198, 3 383, 4 734, une somme qui revient souvent. L'enquêteur a aussi découvert que l'escroc présumé versait tous les mois une partie de l'argent détourné à une mystérieuse femme. Alors cette femme n'a aucun lien avec la société qui est victime. Donc à la limite, ça aurait pu être un salaire, mais là, c'est pas le cas. La seule solution qui nous reste, c'est qu'il y ait une histoire, on va dire, de cœur entre madame et le co-gérant de la société qui a fait les faux. Cette femme aurait-elle été sa complice ? 5 heures du matin, après 6 mois d'enquête, Grégory et ses collègues vont interpeller le fraudeur chez lui. Pour Franck, qui participe à l'opération, ce type de délinquance en col blanc ne cesse d'augmenter. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la misère, ce sont des gens qui ont en général une bonne assise financière, une bonne situation économique et qui n'en ont pas assez et qui vont se comporter comme ça. Au départ, ce type d'escroc commence par des sommes relativement modestes, se rendent compte que c'est très facile et qu'il n'y a aucun contrôle et qu'ils peuvent continuer. Et ils continuent, mais en progressant dans le montant des détournements. L'homme vit dans l'ouest de Paris. Il habite avec sa femme et ses 3 enfants, un appartement de 150 mètres carrés avec terrasse. Un bien immobilier qu'il aurait acquis en partie grâce à l'argent détourné. Ouvrez, police!
Bonjour monsieur, c'est la police judiciaire. Vous avez été du temps à répondre. Je dormais, monsieur. Vous dormez? Bah écoutez, vous cherchez une chemise, monsieur. Je m'en souviens très longtemps, monsieur. Avec le début. Ça serait jamais arrivé dans ma famille. Elle est belle, notre Madame, je vais vous demander de vous calmer et d'arrêter de nous prendre d'eau, s'il vous plaît. L'appartement est richement décoré. Lustres, sculptures, mobilier d'époque, tout respire le luxe. Dans le cadre de cette enquête, nous sommes amenés à vous entendre, d'accord, à vérifier certaines choses. Donc il y a une plainte qui a été déposée, ça c'est une première chose. Donc monsieur, nous intervenons dans le cadre d'une plainte qui a été déposée par la société... C'est totalement faux, il raconte ce qu'il raconte, c'est totalement faux, il me harcèle. Tant qu'on est ici, je vous demande un peu de réfléchir à l'affaire. Vous savez pas ce qui s'est... Le père de famille nie en bloc les accusations de détournement d'argent. Grégory et ses collègues passent l'appartement au peigne fin, à la recherche d'autres documents falsifiés. Monsieur, vous restez dans la pièce avec nous. Ça fait 6 mois que je me fais chier à exploiter des extraits bancaires, etc. Alors je suis pas venu ici pour rien. Mal à l'aise, l'homme se contredit rapidement. Est-ce que vous avez ici des documents de la société, également des documents bancaires? Ah bah non, mes acquisitions de biens immobiliers, je les ai pas là. Enfin, je les ai dans des papiers. Oui, et est-ce que vous avez ces documents ici ou pas? Oui. Oui? De toute façon, on va tout sortir. Hein. On va tout sortir. Au bout de quelques minutes, les enquêteurs tombent sur plusieurs fausses factures. Petite copie, à peine trafiquée. Ah bah c'est du type ex-partout. Pourquoi vous faites ça? Regardez, il y a du collage. Qu'est-ce que c'est? C'est des fausses factures. Ils découvrent même une déclaration d'imposition trafiquée, mentionnant 0 revenu. Ça, c'était pourquoi? C'est pour la réduction que Vous n'avez pas de scrupules, hein? Vous permettez dans quel appartement vous vivez? Vous permettez d'avoir des réductions pour vos enfants, mais c'est honteux, monsieur, honteux. Monsieur continue, c'est bien. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la merde dans laquelle vous êtes, monsieur. On saisit la colle et les ciseaux ou pas? On va le ramener. Les caves, elles sont où? En bas. Vous voulez qu'on descende? Ah ben oui. Oui, on fait un tour au cave aussi. Tant qu'à faire. C'est sûr. Bon, ben... Au revoir madame, à tout à l'heure. Juste une chose monsieur, vous n'êtes pas menotté. Ah bah non, ça fait rien. Non mais vous n'êtes pas menotté, par contre vous restez à côté de nous, vous ne bougez pas. Si vous bougez une oreille, vous avez la tête par terre et une main dans le dos. D'accord? Bon. Je suis... Oui. Devant, derrière. Vous avez 2 caves, hein? C'est bon? Allez. C'est un peu le bordel. Dans la cave, ils trouvent toute une collection de grands crus. Vous avez une facture pour tous ces... Oui, j'ai acheté. C'est bien, vous êtes un homme de vous. Belle belle voiture. Au garage, l'homme possède en effet 2 voitures de luxe. Il est suspecté de les avoir achetées grâce à l'argent dérobé à la société. Il y en a qui ont choisir. Les 2 véhicules sont saisis. Soyez pas surpris, monsieur. Hein. C'est la procédure, c'est comme ça. Hein. Attendez, détourner des fonds et après, derrière, vous posez des questions pourquoi on prend tel et tel véhicule. Mais là, vous avez vraiment la caractéristique de l'escroc. Vous voyez quand même qu'il a un regard assez particulier. Alors, vous voyez que c'est un menteur, etc. Il est dans son monde. Même s'il a fait quelque chose, il vous dira le contraire. C'est l'archétype de l'escroc. Il pense qu'on bluffe, qu'on n'a rien. Et donc pour ça, il va tomber de haut quand on va arriver au service. Hein. Avant de l'entendre, Grégory et Franck étudient les documents trouvés dans son appartement. Je peux faire un point avec toi sur les codes judiciaires? Comme la facture d'achat de ce bateau. Matricule à Saint-Malo. Ça, c'est la facture originale. Voilà, l'année 95. Et pour un montant TTC de 10 000 €. Même facture, modifiée, année 2003. Et la facture qui est multipliée par 4. En gonflant le prix d'achat du bateau, Grégory le suspecte d'avoir voulu arnaquer son assurance en cas de sinistre. Au lieu de 10 000 €, ça passe à 45 000 €. Ben, peut-être que l'assurance va lui rembourser une somme beaucoup plus importante. Il y a aussi cet invis d'imposition, également trafiqué. Il y a du blanco partout. Un faux qui lui permettrait de bénéficier d'aides sociales et qui en dit long sur le personnage. Donc vous voyez, on est dans un environnement quand même qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a une assise financière confortable, qui roule en voiture pour son épouse, très bel appartement duplex dans
qui va détourner des fonds d'une entreprise qui l'emploie et qui plus est va commettre un faux avis d'imposition pour pouvoir bénéficier d'un avantage pour la cantine de ses enfants. Il n'y a plus de limite, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, demain il est capable d'aller casser un eurodateur pour voler ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on peut gagner, il faut y aller. Voilà. C'est pas purement délictuel, c'est peut-être aussi une pathologie, une maladie. L'homme va jusqu'à modifier les bulletins scolaires de ses enfants, sans doute pour qu'ils intègrent un établissement prestigieux. Il augmente les notes et fait disparaître les mauvaises appréciations. Asseyez-vous. Face aux policiers, le suspect est tout penaud, mais il accepte la présence de notre caméra. Alors, juste pour vous expliquer que pendant quelques mois, j'ai pas joué à la pétanque. Ça, c'est le dossier. Voilà tout ce que j'ai analysé. Les éléments, on les a. Soit vous vous expliquez, soit vous me racontez votre histoire, votre salade. Après analyse de la comptabilité de la SRL, on constate que des fausses factures sont enregistrées. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Il y a effectivement des fausses factures. C'est-à-dire? Mais qui ne sont pas forcément à bon bénéfice uniquement. On s'est partagé le même. Très bien. Voilà. Avec aplomb, l'homme prétend que la fraude était organisée avec la chef d'entreprise et son mari pour détourner l'argent de la société. Une version à laquelle ne croit pas du tout Grégory. On émettait une facture de... Ne dites pas « on » pour les fonds qui vous concernent. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, je faisais une facture. Oui, mais comment vous avez fait? Ma question elle est simple. Vous avez pris quoi? Vous avez pris une feuille A4 ou vous avez écrit au stylo? Comment vous avez fait? Ben, on prenait une autre facture existante. Ne dites pas « on », c'est vous. Je prenais une facture existante, je mettais du Kipex et je mettais le montant. Combien vous avez détourné? Alors, d'après moi, ce chiffre est totalement entre vous et moi, quelque chose comme 150, quelque chose comme ça. Vous pouvez monter. Pardon? Vous pouvez augmenter. En tout, ça fait 348 000 € de fausses factures. Non, ça je suis pas. Non, je suis pas d'accord sur. Enfin bon, bref, on va pas se battre. Bah, ce qui m'ennuie, c'est le montant, voilà. Je vous donne le fichier Excel. Je vous montre le fichier Excel, monsieur. Comme ça, il y a. Non, mais vous en perdez. Monsieur, il n'y a pas de temps. C'est bon, mec, oui, mais je soutiens qu'il a fait les mêmes choses. C'est noté. Elles vous ont servi à quoi, ces sommes? À vivre. C'est-à-dire? Détaillez un peu, parce que. J'ai vécu, j'ai remboursé des prêts. Voilà. J'avais fait beaucoup de crédits. L'escroc présumé finit par admettre avoir dérobé près de 350 000 €. Selon lui, l'argent lui a servi uniquement à financer son train de vie et à rembourser ses nombreux emprunts, plus de 5 000 € chaque mois. Mais Grégory sait aussi que tous les mois, l'homme versait une partie de l'argent détourné sur le compte d'une mystérieuse femme, qui pourrait être sa complice, car elle avait un faux contrat de travail et de faux bulletins de salaire. Qui a fait ces faux? Je ne sais pas. Je l'ignore, mais c'est pas moi. Qui a fait ces faux? C'est pas moi. Qui a fait ces faux? Ce n'est pas moi, monsieur. Bah, qui les a fait? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Honnêtement, monsieur, on ne peut pas tout nous reprocher. Monsieur, j'ai pas envie d'hausser le ton. Mais attendez, monsieur. Okay. Donc, je vais rester calme. Oui, mais moi aussi, c'est pas moi qui ai fait ces pièces. Là, je vous le promets. Monsieur, vous êtes en train de vous perdre, là. Mais non, c'est pas vrai. Non, je me perds pas. L'homme ne lâche rien. Mais Grégory a convoqué sa supposée complice. Il espère qu'elle sera plus bavarde. Oui. Je me pose des questions. Pourquoi elle touche cet argent? Pourquoi elle touche cet argent de cette société? Qui lui a remis ses documents? Qui lui a fait signer son contrat de travail? Très bien, je viens la chercher, merci. Oui, bonjour madame, monsieur. Alors, Aussitôt, la femme affirme à l'enquêteur que le suspect était son patron. Il l'avait engagée pour qu'elle lui trouve des clients au Maroc. Mais alors, pourquoi avait-elle un faux contrat de travail et de faux bulletins de salaire? Est-ce que vous pouvez nous préciser les fonctions que vous avez eues au sein de cette société? Directrice de développement. Je m'occupais du pôle Maroc. Le gérant, c'était monsieur. Oui. Vous êtes déjà allé dans les bureaux de la société? Les bureaux, c'était chez lui. Elle semble de bonne foi. Visiblement, elle ne comprend pas pourquoi la police judiciaire l'interroge. Elle va vite tomber de haut. Ici, je suppose que c'est le contrat de travail. Oui, c'est celui-là. Voilà. Oui, ça, c'est ma signature. C'est mon contrat, ça. Qu'est-ce qui a fait ce document? C'est monsieur. C'est monsieur qui vous a remis ces documents? Que vous avez... Sur mes fiches d'appel. Oui. Quelque chose qui vous choque? Oui.
Les montages, oui. Les montages. Oui. Vous n'étiez pas au courant qu'il y a des montages? Non, ça. Grégory comprend que la femme n'est pas complice, mais une victime de plus. Dans le dos de ses associés, l'escroc présumé l'aurait fait travailler au noir pour économiser des charges sociales. Sur 5 ans, cela représente près de 50 000 €. Ensuite, moi, j'ai le 28 mars 2007. Ce sont mes salaires. J'ai travaillé au Maroc pour ça. Je défrichais le terrain, il y avait une clientèle. C'est mon salaire. Comme ses salaires n'ont pas été déclarés, elle n'a pas cotisé pour sa retraite. Si elle se retrouve au chômage, elle ne pourra pas non plus toucher d'indemnité. Je tombe des nues là déjà. Vous vous sentez trahi par ce monsieur? Complètement, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années. C'est quelqu'un de gentil, d'affable, de très poli, qui travaillait beaucoup. Il vient d'une bonne famille, son frère est là. Je sais pas. On dit les apparences sont trompeuses, mais là c'est. Il va jusqu'à faire des faux sur les bulletins scolaires de ses enfants. Aussi. Voilà. Et... Vous avez autre chose à déclarer? Pour obtenir des aveux, Grégory organise une confrontation. Très vite, le suspect revient sur ses déclarations et confirme la version donnée par la femme. Donc madame était bien chargée de rapporter des affaires pour la société. Son contrat de travail, elle l'a signé avec vous. Les fiches de salaire lui ont été données par vous, ainsi que les règlements. D'accord? D'accord. Il reconnaît aussi avoir produit les faux documents. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je voulais l'embaucher, réellement. Et apparemment, monsieur, c'est pas ce que vous avez fait. Oui, c'est vrai, c'est juste. Donc pourquoi? Je sais pas, en bêtise, je sais pas, je peux pas vous répondre. Je suis pas là pour analyser. Il avait ses raisons. Je sais pas, on n'est pas dans la tête là, des gens. Vous avez un côté obscur, hein. Vous avez une facilité à vouloir cacher la vérité, à vouloir mentir. C'est clair et net, monsieur. Hein. Vous avez tout à fait l'attitude de l'escroc, quoi. Vous produisez des fois tout va. Et vous faites ça pourquoi? Vous avez une maladie? Vous avez un problème? Je sais pas. Je suis désolé. Pour Grégory, l'affaire est claire. L'homme aurait détourné de l'argent de la société pour maintenir un train de vie luxueux avec sa famille. Étant donné qu'il vit au-dessus de ses moyens, monsieur préfère avoir un bien immobilier dans la capitale. Et derrière, il y a des prêts qui sont beaucoup plus importants. Le rythme de vie, il ne le change pas. Hein. Voiture de luxe, il dépense de l'argent. Mais voilà, face à la réalité, en fait, au lieu de se dire c'est au-dessus de mes moyens, je revends l'appartement, je vais vivre ailleurs, etc. Non, on veut garder le même cadre de vie. Le suspect devra bientôt comparaître devant le tribunal. En plus de devoir rembourser l'argent détourné, il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Vouloir mener grand train avec l'argent des autres peut coûter cher. En Alsace, ces 2 chauffeurs de taxi pensaient avoir trouvé l'arnaque parfaite. En à peine 3 ans, ils ont réussi à détourner 100 000 € à l'assurance maladie. Mais aujourd'hui, ils déchantent. Dans quelques heures, ils vont comparaître devant le tribunal. Ils n'imaginaient pas risquer aussi gros. Pour vous, monsieur, c'est de l'escroquerie ordinaire. L'escroquerie, c'est 5 ans, le maximum. Voilà. Il y a des fermes ou pas? Le code pénal ne prévoit que des peines fermes. Il ne s'occupe pas des textes de... Attendez, ne vous affolez pas. C'est peine maximale, puisque le tribunal peut parfaitement faire application de sursis simple si vous êtes délinquant primaire, ce qui est votre cas. C'est pour moi. Et vous aussi. J'aurais jamais pensé que ça allait aller aussi loin, jamais. Mais là, je suis effondré, là, je sais plus quoi dire, en fait. C'est lourd très très lourd. Pour Alberto, tout a commencé il y a 3 ans. À l'époque,
ce père de famille de 50 ans abandonne sa carrière d'ambulancier pour se lancer dans le métier de chauffeur de taxi. Il pense alors qu'il gagnera mieux sa vie. J'avais beaucoup de problèmes, des dettes surtout, difficultés à payer les loyers de ma maison, ma femme ne travaillait pas. Et, démarrer dans les taxis, quand on n'a pas d'amis déjà dans les taxis ou des connaissances, c'est très difficile. Ses débuts sont catastrophiques. Jusqu'au jour où il tombe sur un client miraculeux, un malade qui doit être transporté 4 fois par semaine à l'hôpital pour se faire dialyser. C'est une course qui fait 50 km aller, 50 km retour, donc il y a environ 100 km par jour, à peu près à 190 €, et cela 4 fois par semaine. Des trajets prescrits par un médecin, et donc intégralement payés par l'assurance maladie. Le dialysé propose alors à Alberto un marché pour se faire de l'argent facilement. Il faisait ses trajets lui-même, il venait en voiture le matin, et après la dialyse, il rentrait chez lui avec la voiture. Et donc à la fin du mois, le médecin lui faisait donc le bon de transport. J'encaissais l'argent, donc je donnais une partie à monsieur et l'autre partie était à moi. Chaque mois, Alberto touche donc près de 2 500 € de la sécurité sociale, sans même avoir besoin de travailler. C'était une affaire en or, parce que en fait, ça faisait 80% de mon salaire, quoi, hein. Je pense que n'importe qui aurait accepté ce genre de deal, quoi, hein. Imaginez, vous transportez par la personne, vous n'avez pas de frais, vous n'avez rien, c'est lui qui prend sa propre voiture. Est-ce que vous aviez l'impression de frauder? Frauder, quelque part, on va dire oui, puisque, si vous voulez, on facturait un transport que nous n'effectuons pas. Mais le malade, lui, venait quand même tous les jours se faire dialyser. Donc, quelque part, si vous voulez, il fallait quand même payer le trajet à monsieur qui venait se faire dialyser, quoi. Donc là, on arrive tout doucement donc, au centre de dialyse où le monsieur venait se faire dialyser tous les jours. La fraude est d'autant plus facile qu'au centre de dialyse, personne ne vérifie si le malade arrive bien en taxi. C'est le petit portail bleu qui est là sur votre gauche. Puis vous voyez, il n'y a pas de contrôle, c'est pas contrôlé. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas un gardien qui vous dit il y a tel et tel taxi qui a déposé telle et telle personne. Ça aurait pu être grave pour vous s'il avait eu un accident en rentrant, par exemple? Ah ben si, oui, tout à fait. Ça aurait pu être très très grave pour nous, puisqu'après, c'est nous qui sommes mis en cause, quoi. Parce que normalement, on est censé le transporter. Et nous sommes des professionnels quand même de santé, quelque part. Donc on est responsable de la personne qu'on transporte quand même. Cette arnaque, Alberto ne peut pas la monter seul. Il a besoin d'un logiciel de facturation spécifique au transport de malades. Comme il ne le possède pas, il demande à des confrères taxis comme son ami Selim de facturer les trajets à sa place. Je recevais donc les bons de transport par le dialysé, qui me remettait à moi, donc on remplissait, et c'est lui qui facturait les trajets, il mettait les sommes et tout, et c'est lui qui facturait et envoyait la facture à la Sécu. 8 jours après, j'avais l'argent sur le compte, et je reversais tout à monsieur. Selim assure n'avoir jamais touché d'argent en retour pour rendre ce service. Ce petit arrangement entre amis a duré près de 3 ans, et cela aurait pu continuer encore des années s'il n'avait pas été dénoncé par un autre chauffeur de taxi. S'il n'y avait pas eu de délation, c'est indétectable. On aurait pu faire ça, on va dire, jusqu'à la mort du dialysé. C'est une coutume qui se pratique tous les jours. Et nous, on est tombés, enfin, monsieur et moi, on est tombés dans le... On s'est fait choper, quoi, on va dire. Hein, mais c'est pas vu, pas pris. Au taxi, c'est tous les jours comme ça. Hein. Le cas des 2 chauffeurs est en effet loin d'être isolé. Rien que dans les transports médicalisés, le montant des fraudes détectées en 2011 s'élève à 9 millions d'euros. Taxis, ambulances, professionnels de santé ou malades eux-mêmes, chaque année, le coût des escroqueries à l'assurance maladie serait estimé à plus d'1 milliard d'euros. Pour lutter contre ce fléau, une dizaine d'officiers de police de la BRDA, la Brigade de répression de la délinquance astucieuse, enquêtent en permanence sur des affaires de fraude sociale. Aujourd'hui, ils ont un dossier de taille à traiter. Il concerne un autre chauffeur de taxi. Celui-ci est suspecté d'avoir détourné plus de 700 000 € à la Sécu.
Enfin, un point rapide. Ouais, un petit point rapide sur l'affaire. Donc alors, c'est un taxi qui est conventionné, qui transporte de façon journalière des enfants d'un hôpital de jour jusqu'à chez eux. Comme le chauffeur de taxi ne transporte que des enfants autistes, tous ces trajets sont payés directement par l'assurance maladie. Mais l'homme a une curieuse manière de facturer ses courses. Premièrement, les transports sont facturés de façon individuelle, et alors qu'en fait, ils étaient réalisés de façon collective. Et puis, il y a des transports qui ont été réalisés de nuit, alors que l'hôpital de jour dans lequel les enfants sont, il ferme à 15h30. Et cela ne s'arrête pas là. Sur chaque facture, l'homme indique aussi attendre les enfants en bas de chez eux plusieurs heures, parfois jusqu'à 5 heures d'affilée. On a un tableau récapitulatif de tous les transports effectués. Donc on peut se rendre compte que les transports au début sont tarifés à 76 €. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, ces sommes augmentent. Pour le même trajet, le même enfant, en décembre 2008, 134 €. Et ça augmente comme ça crescendo. 165 € en février 2009. Et pour terminer, donc en décembre 2009, avec 208 € de facturés par course, et un préjudice calculé par la CPM juste pour cet enfant-là de 59 671 €. Pour justifier ces montants abusifs, allez-y, asseyez-vous. L'homme est convoqué dans les locaux de la police judiciaire. Je suis détenteur. Déjà interrogé par un enquêteur de l'assurance maladie, il avait assuré que c'était son épouse qui se chargeait de toute la comptabilité. Est-ce que vous vous occupez vous-même de faire la facturation à la CPM? Pourquoi avez-vous déclaré à l'enquêteur de la CPM que c'était votre femme qui établissait la facturation? Parce que je suis un crétin. Honteux, l'homme n'oppose aucune résistance et avoue avoir tout falsifié. On voit que sur la fin, toutes les courses sont à plus de 200 €. Que c'est normal ou pas? Non. Combien d'enfants transportiez-vous à la fois? 6. Vous facturez des heures qui dépassent sur les horaires de nuit? Et vous arrivait-il d'attendre des enfants? Honnêtement, je vais vous dire, quand j'ai dû avoir plus de charges sociales à payer que je n'arrivais plus à les régler, j'ai augmenté le temps de durée de la course. Vous voulez interroger ma femme? Ouais. Et puis après, on se revoit pour rentrer un peu plus dans le détail. Allez-y, rentrez, c'est à droite. Asseyez-vous juste là. Votre mari a déclaré que c'était vous qui effectuez les facturations à la CPM. Je comprends rien. Vous inquiétez pas, il n'y a pas un crime de sang. L'enquêteur comprend que sa femme n'est au courant de rien. Ce qu'on reproche à votre mari, madame, c'est d'avoir très largement surfacturé les courses qu'il faisait Des enfants. des enfants. Voilà. D'accord? Mais elle sait peut-être où sont passés les 700 000 € dérobés à la sécurité sociale par son mari. Le procureur va savoir, si je le remets en liberté, ce monsieur, est-ce que je pourrais revoir l'argent que l'État français a perdu? Est-ce que vous avez l'impression que votre style de vie, votre niveau de vie a augmenté de façon impressionnante ces 3 dernières années? Non, je me suis juste permis d'arrêter de travailler pour élever mon deuxième enfant. Ça n'a rien changé. Sur vos déclarations d'impôts, votre mari, sur l'année dernière, il déclare 200 000 € de revenus. Ça veut dire qu'il faisait à peu près 20 000 € par mois, quoi. Vous n'êtes pas dit que c'était beaucoup pour un taxi? Non, je ne me suis pas interrogée. Notre train de vie n'a pas tellement changé. Vous donnez un ordre de grandeur, un ministre, ça gagne 13 000 €. Si vous voulez, cette année, on a fait un crédit pour payer nos impôts, quand même. On a payé 50 000 € d'impôts. Bah ouais. Ah oui, quand on gagne beaucoup, on est Alors moi, je imposé. ne sais pas comment vous expliquer. Il faut rembourser combien à la CPM? Je peux pas vous le dire. Le chauffeur de taxi aurait-il dépensé cet argent dans le dos de sa femme? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? On n'en a rien fait de spécial. Vous avez claqué 700 000 € en rien de spécial. Non. Franchement, j'ai rien. Un hobby, une passion, les jeux, les femmes, je sais pas moi. Après, je comprends que vous... Enfin, si, j'aime ma femme. Oui, j'aime pas les femmes. Enfin, oui, j'aime les femmes. Oui, non, mais des soirées un peu olé olé, des choses comme ça. Ça coûte de l'argent. Alors là, je suis tous les soirs avec ma femme. Donc voilà. Je ne suis pas joueur. Je fais rien. Honnêtement, la seule chose que j'aime dans la vie, à la limite, comme passion, c'est les voitures. Mais oui, mais c'est votre passion, mais on n'a toujours pas le compte, quoi. Selon lui, ces 700 000 € n'auraient servi qu'à améliorer le quotidien
et surtout à payer les charges. Quand vous avez plus de 50 000 € d'impôts et quand vous avez toutes les charges sociales à payer et les charges diverses et variées, une voiture qui tombe en rade et que vous la revendez, que vous ne retrouvez pas dans votre argent et des choses comme ça, en fait, c'est de l'argent qui est perdu. Non, je vous assure. Très bien. En plus de devoir rembourser l'argent dérobé à l'État, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende pour délit d'escroquerie. C'est justement la peine qu'encourent Alberto et Selim, les 2 chauffeurs de taxi qui ont escroqué plus de 100 000 € à l'assurance maladie. On va finir son intervention, reprendre la parole. Leur avocat leur conseille de jouer la carte de l'honnêteté face au tribunal. Vous dites que vous êtes entré dans une espèce de tourbillon et encore aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez accepté tout ça. Quant à vous, vous dites que vous avez été le dernier des imbéciles. OK ? Alberto en est convaincu. S'il est là aujourd'hui, c'est en partie à cause de cet homme qui se tient un peu à l'écart, le dialysé. C'est lui qui a eu l'idée de frauder au départ. Mais t'étais pas obligé d'accepter. Je ne vais pas forcer la main. Donc il a quand même touché plus que moi. Le malade a perçu un tiers de l'argent détourné, soit environ 35 000 €. Il tente de justifier la fraude en précisant que lui et sa femme n'ont que le RSA pour vivre. C'est 600 € que je gagne, ça faisait un supplément. Ça a amélioré le quotidien ? Voilà. Est-ce que vous avez conscience que vous faisiez quelque chose d'illégal ? Oui, ça c'est sûr. Vous l'avez fait quand même ? Oui, c'est l'erreur. Est-ce qu'on peut vivre avec 600 €? Il y a d'autres personnes qui font ça et qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui été arrêtées. Ils payent un peu pour les autres. Je trouve que c'est un peu injuste. Faire de ce procès un exemple, c'est justement ce que souhaite Stéphane Gerhardt. Il est responsable de la lutte contre la fraude à la Caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin. Pour lui, ce type d'escroquerie met à mal tout notre système social. C'est certain que le système de santé est basé sur la confiance et que quand cette confiance est rompue, eh bien, il faut qu'il y ait une punition, il faut que les fraudeurs ne s'en sortent pas en ayant des peines symboliques, mais des peines exemplaires pour que ça se sache et que ça dissuade d'autres personnes qui seraient tentées de procéder de la sorte. Les 2 chauffeurs de taxi et leurs complices dialysés vont-ils être condamnés à une peine exemplaire ? L'audience correctionnelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. 2 heures plus tard, le tribunal rend son verdict. Le dialysé et Alberto écopent tous les 2 de la même condamnation, plutôt clémente. Ma condamnation est de 18 mois avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve. On va dire un petit peu soulagé parce qu'il n'y a pas de prison ferme, c'est déjà une bonne chose. Selim échappe lui aussi à la prison ferme. Il est condamné à 12 mois de sursis et des travaux d'intérêt général. On a commis une erreur, on va la payer et puis on va tirer rentrer sur tout ça. Ça vous sert de leçon ? Ah, moi c'est là, juste pour les enfants, c'est juste pour les enfants en fait. C'est une fois mais plus jamais quoi. Qu'est-ce que j'ai gagné en fin de compte ? J'ai rien gagné, j'ai gagné un tribunal, j'ai gagné un jugement, j'ai pris 18 mois de prison avec sursis, voilà ce que j'ai gagné. C'est pas la peine. Ces 2 fraudeurs devront rembourser l'argent qu'ils ont détourné à la sécurité sociale et payer des dommages et intérêts. Ils n'auront surtout plus le droit de transporter des malades. En 2011, grâce aux sanctions prononcées par la justice, l'assurance maladie a ainsi récupéré plus de 150 millions d'euros. Une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des fraudes sociales qui coûteraient chaque année entre 15 et 20 milliards d'euros, l'équivalent du déficit annuel de la sécurité sociale.